Chers étudiants, bonjour. Dans ce septième cours, dans la matière comptabilité pour les managers. Aujourd'hui, nous aborderons le sixième chapitre, coûts standards et variance. Dans les cours précédents, nous avons décrit comment les gestionnaires planifiaient l'année à venir en préparant un budget principal. Et nous avons vu comment ces gestionnaires pouvaient évaluer les performances en comparant les revenus et les coûts réels au budget prévu. Pour mieux comprendre la variance, ou bien aussi vous pouvez l'appeler l'écart, donc pour mieux comprendre l'écart ou bien la variance du budget principal, les gestionnaires ont créé un budget flexible pour séparer la variance du budget principal en deux composantes, une variance de volume et une variance du budget flexible. Dans ce chapitre, nous verrons comment les gestionnaires peuvent approfondir leur analyse en séparant davantage l'écart ou bien la variance du budget flexible en deux variances supplémentaires, une variance de prix et deuxièmement une variance de quantité ou d'efficacité. Donc, dans ce cours, on va voir les principaux points suivants. Donc, on va essayer de répondre à la question quels sont les coûts standards et puis comment les gestionnaires utilisent les coûts standards pour calculer les écarts ou bien les variances des matières premières ou bien aussi appelées les matériaux directs et aussi de main-d'œuvre directe. On va voir aussi comment les gestionnaires utilisent les coûts standards pour calculer les écarts des frais de production. Tout d'abord, commençons. Qu'est-ce que ça veut dire les coûts standards? Donc, pensez à un coût standard comme un budget pour une seule unité de produit. Dans notre exemple, pour Tixan Tortilla, une unité de produit est un carton de chips Tortilla. Une entreprise qui produit de nombreux produits différents développera un coût standard pour chaque type de produit. Par exemple, Colgate-Palmolive développera un coût standard pour chaque type de dentifrice, ou bien de savon, ou même de détergent à lessive qu'elle produit. Même les entreprises de services développent des coûts standards. Par exemple, de nombreux hôpitaux développent des coûts standards pour les procédures routinières. Le coût standard donc devient la référence pour évaluer les coûts réels. Par exemple, disons que le coût standard pour produire un carton de chips Tortilla est de 12 $, mais que l'entreprise a réellement dépensé 12,10 $. Pour produire chaque carton. Les gestionnaires de l'entreprise voudront savoir pourquoi la différence ou variance de 0,1, c'est-à-dire 12,10 moins 12. Donc, quelle est la différence? Pourquoi il existe cette différence dans le coût d'une unité de produit? Bien que 0,1 $ par carton puisse ne pas sembler beaucoup. C'est vraiment beaucoup lorsqu'on considère que l'entreprise produit des milliers de cartons par mois. Des entreprises comme Coca-Cola qui ont vendu 27,7 milliards de cartons de produits en 2012, je crois, sont désireuses de contrôler chaque centime de coût associé à chaque unité de produit. Sur du marché très compétitif, l'entreprise ne pourra pas répercuter les augmentations de coûts sur le consommateur sous forme d'augmentation de prix. Cela signifie que la marge bénéficiaire de l'entreprise se réduira avec chaque centime supplémentaire de coût encouru. La capacité des gestionnaires à comprendre les raisons des écarts de coûts est un facteur critique pour contrôler les coûts futurs. Dans notre exemple,
Pourquoi, par exemple, Tucson Tortilla a-t-elle dépensé plus que prévu? Peut-être que le prix de la farine a augmenté. Ou peut-être qu'il a fallu plus de main-d'œuvre que prévu initialement. D'un autre côté, une météo extraordinairement chaude pourrait avoir fait augmenter le coût de la climatisation utilisée dans l'installation de fabrication. Comme vous pouvez le voir, la variance ou bien l'écart du coût aurait pu être dû en matière directe, à la main-d'œuvre directe, aux frais généraux de fabrication ou bien de frais de production, ou à même une combinaison des trois. Les gestionnaires ne pourront comprendre les raisons de cette variance défavorable qu'en enquêtant davantage. Maintenant, passons au type de standard. Lorsque les gestionnaires développent des coûts standards, ils doivent d'abord déterminer quel type de standard ils souhaitent créer. Il existe deux types de standards, les standards idéaux et les standards pratiques. Les standards idéaux, ces standards sont basés sur des conditions parfaites ou idéales. Ils ne prennent pas en compte les matériaux de mauvaise qualité, les gaspillages dans le processus de production, les pannes de machines ou d'autres formes d'inefficacité. Ces standards, également appelés standards de perfection, conviennent le mieux aux entreprises qui visent la perfection. Deuxième type de standard est les standards pratiques ou les standards réalisables. Contrairement aux standards idéaux, les standards pratiques sont basés sur des conditions actuellement réalisables. Il inclut des allocations pour des quantités normales de déchets et d'inefficacité. Beaucoup de gestionnaires considèrent ces normes comme les meilleurs repères de coûts, car elles offrent une plus grande motivation pour les employés étant donné qu'elles peuvent être atteintes avec un effort raisonnable. Donc, les standards idéaux sont réidéalisés et n'admettent aucune inefficacité, tandis que les standards pratiques sont plus réalistes et tiennent en compte de certaines inefficacités inhérentes au processus de production. Passons maintenant aux informations utilisées pour développer et mettre à jour les standards. Les gestionnaires développent et mettent à jour les standards de coût en se basant sur diverses sources d'informations. Tout d'abord, les sources d'informations pour fixer les standards. Il y a les données historiques. Les gestionnaires prennent en compte la quantité de matières premières et de main-d'œuvre utilisées pour chaque unité produite dans le passé. Il y a les informations sur les coûts actuels des entrants. Ils considèrent les coûts actuels tels que les taux de travail négociés et les prix des matières premières. Il y a aussi les prévisions économiques et de processus. Il estime les effets du changement futur dans l'économie ou dans le processus de fabrication sur les standards en cours de développement. Aussi, il y a une source d'information, c'est les études d'ingénierie. Ces études aident à déterminer le temps et le matériel nécessaires pour produire chaque unité. Pour la mise à jour des normes, généralement, on peut faire la révision régulière. Les normes doivent être révisées au moins une fois par an. Il y a les ajustements pour changement à long terme. Les normes doivent être juste ajustées en cas de changement durable dans le coût ou les intrants. Par exemple, lors de la négociation d'un nouveau contrat de travail, un changement non temporaire dans les coûts des matières premières ou une réingénierie d'une partie du processus de production. Alors on peut dire que les standards doivent être réalistes et refléter les conditions actuelles pour servir efficacement les deux repères ou bien deux standards. Maintenant, comment calculer les coûts standards?
Les fabricants préparent généralement du coût standard pour le matériel direct, la main-d'œuvre directe et les frais de production nécessaires pour chaque unité de produit. En ce qui concerne les frais de production, certains fabricants ne fixent des normes que pour la main-d'œuvre directe variable par unité, car la main-d'œuvre directe fixe par unité fluctuera avec les changements de volume. De nombreuses entreprises préparent également des standards pour les dépenses d'exploitation. Pour simplifier, nous limiterons notre discussion aux 3 coûts de fabrication. Nous supposerons également aussi que Dixon Tortilla, c'est notre exemple, a décidé de développer des standards pratiques plutôt qu'idéaux. Premièrement, les coûts standards des matériaux directs, ou bien de la matière première directe. Dans les cours précédents, nous avons appris que le seul matériau direct de Dixon Tortilla est la farine de maïs. Les études d'ingénierie montrent que chaque carton de chips nécessite 5 kg de farine. En tenant compte des quantités normales de gâchis et de déchets, l'entreprise peut acheter la farine, frais de transport et remise sur achat inclus pour 1,5 $ par kilogramme. Par conséquent, le coût standard des matériaux directs par carton de chips tortilla est calculé comme suit. On a le coût standard des matériaux directs par carton égal à la quantité standard de matériaux directs multiplié par le prix standard du matériau direct. C'est-à-dire que pour la quantité standard des matériaux directs, on a 5 kg par carton. Donc multiplié fois, bien sûr, 1,5 $ par kilogramme est égal à 7,5. Donc, ce calcul révèle que Dixon Tortilla s'attend à dépenser 7,5 en matériaux directs pour chaque carton. Je répète, pour chaque carton, c'est-à-dire que chaque unité de chips Tortilla produit. Deuxièmement, les coûts standards de la main-d'œuvre directe. Les entreprises calculent le coût standard de la main-d'œuvre directe de manière similaire. Dans les cours précédents, nous avons appris que chaque carton de chips Tortilla nécessite seulement 0,05 heures de main-d'œuvre directe. Cette exigence de temps inclut des allocations pour le nettoyage, les pauses, etc., puisque les employés sont payés pour ce temps ainsi que pour le temps de travail effectif. En outre, les ouvriers sont payés 22 $ de l'heure. Donc, charges sociales et avantages sociaux inclus. Par conséquent, le coût standard de la main-d'œuvre directe par carton de chips Tortilla est, donc le coût standard de main-d'œuvre directe par carton est égal à la quantité standard de main-d'œuvre directe multipliée par le prix standard de la main-d'œuvre directe. Donc, la quantité standard de main-d'œuvre directe, c'est 0,05 heures multiplié par 22 $ par heure, et donc est égal à 1,10 $. Donc l'entreprise prévoit de dépenser 1,10 de main-d'œuvre directe pour chaque carton, chaque unité. Troisièmement, les coûts standards des frais de production. Dixon Tortilla alloue ses frais de production en utilisant les heures de machine comme base d'allocation. Les études d'ingénierie indiquent que chaque carton de chips nécessite 0,1 heure machine à produire. Nous avons appris aussi auparavant que l'entreprise prévoit de produire 400 000 cartons de chips pendant l'année. Par conséquent, la base totale d'allocation est de 40 000 heures machine. On a aussi certains fabricants divisent leurs frais de production en 2 taux, un taux de frais de production fixe et un taux de frais de production variable. Voyons
comment cela se fait. À un volume de 400 000 cartons, Dixon Tortilla s'attend à ce que les frais de production variables totaux soient de 1 million de dollars. Avec cette information, Dixon Tortilla calcule son taux préétabli de frais de production variables comme suit. Il y a le frais de production variable estimé totaux divisé par la base d'allocation estimée aussi totale. Donc on pratique ça. Donc pour le frais de production variable estimé, c'est 1 million divisé par 40 millions d'aires de machine, c'est la base d'allocation estimée, et est égal à 25 dollars par heure machine. En utilisant le taux de frais de production variable, Dixon Tortilla peut calculer le coût standard des frais de production variable par carton comme suit. On a les frais de production variable standard par carton égale aux quantités standard d'air de machine multiplié par le taux de frais de production variable. Donc, 0,10 heures de machine, c'est la quantité standard d'air de machine, multiplié par 25 dollars par heure de machine, c'est le taux de frais de production variable, est égal à 2,5 dollars. Nous avons appris que l'entreprise s'attend aussi à encourir 30 000 dollars de frais de production fixes chaque mois, résultant en un total de 360 000 dollars pour l'année. Par conséquent, le taux de frais de production fixe peut être calculé comme suit. On a le taux de frais de production fixe est égal aux frais de production fixe estimés totaux divisé par la base d'allocation estimée totale. Et ça, c'est 360 000, c'est les frais de production fixe estimés, divisé par 40 000 heures machine, c'est la base d'allocation ici estimée, est égal à 9 dollars pour heure machine. Quatrièmement, c'est le coût standard d'une unité. Le tableau montre comment Dixon Tortilla additionne le coût standard des matériaux, bien la matière première directe, de la main-d'œuvre directe et des frais de production pour déterminer le coût standard de production d'un carton de chips tortilla. Le chiffre de 12 dollars par carton présenté dans le tableau peut vous sembler familier. En effet, il s'agit du même coût unitaire budgétisé que nous avons utilisé dans les cours précédents lorsque nous avons calculé le coût des marchandises vendues pour le compte de résultats prévisionnels. Bien que nous ayons présenté le cours sur la budgétisation avant ce chapitre, de nombreuses entreprises développent d'abord les coûts standards, puis utilisent ces informations pour aider à développer leur budget de planification. Les coûts standards facilitent le processus de budgétisation en fournissant une base pour calculer de nombreux chiffres dans le budget principal. Passons maintenant au deuxième point, c'est comment les gestionnaires utilisent-ils les coûts standards pour calculer les écarts de matières premières ou bien les matériaux directs et la main-d'œuvre directe. Nous venons de montrer comment les gestionnaires développent des coûts standards. Les gestionnaires utilisent les normes au début de la période pour aider au processus de planification budgétaire. Les gestionnaires utilisent également les normes à la fin de la période pour évaluer les performances et aider à contrôler les coûts futurs. Voyons comment cela se fait. Premièrement, l'utilisation du coût standard pour développer le budget flexible. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, les gestionnaires comparent souvent les coûts réels à un budget flexible plutôt qu'au budget de planification. Rappelons que le budget flexible reflète le coût total qui aurait dû être engagé étant donné
le volume réel atteint. Pour générer le budget flexible, les gestionnaires multiplient le coût standard par unité par le nombre réel d'unités produites. Donc, premièrement, l'écart des matériaux directs ou bien les matières premières. Par exemple, supposons que Tixon Tortilla ait réellement produit 31 000 cartons de chips au mois de janvier. Même si l'entreprise avait initialement prévu en produire 29 000. D'après le tableau, nous savons que Tixon Tortilla a dépensé 8 500 $ de moins en matériaux directs que ce que les normes indiquaient pour la production de 31 000 cartons. Est-ce parce que l'entreprise a payé moins cher le matériau que prévu, utilisé moins de matériaux que prévu, ou une combinaison des deux? Lorsque la quantité de matériaux achetés est la même que la quantité utilisée, c'est notre exemple ici, nous pouvons diviser la variance du budget flexible pour les matériaux directs en deux variances distinctes. Un écart de prix et un écart de quantité. Un écart de prix des matériaux directs indique au gestionnaire combien de la variance totale est due au paiement d'un prix plus élevé ou plus bas que prévu pour les matériaux directs achetés. Et un écart de quantité des matériaux directs indique au gestionnaire combien de la variance totale est due à l'utilisation d'une plus grande ou plus petite quantité de matériaux directs que prévu. Les formules pour ces variances sont présentées dans la figure. On a pour l'écart de prix, c'est le coût réel, c'est-à-dire la quantité réelle multipliée par le prix réel, moins la quantité réelle multipliée par le prix standard. Ça, c'est pour l'écart du prix. Alors que pour l'écart de quantité, c'est toujours le coût réel, c'est la quantité réelle multipliée par le prix standard, moins la quantité standard autorisée multipliée par le prix standard. Et cela, on fait toujours la somme de ces deux écarts et on trouve l'écart total ou bien la variance totale. Alors voyons maintenant comment cela fonctionne pour Tixon Tortilla. D'abord, nous aurons besoin des informations suivantes. Le nombre de cartons produits, c'est 31 000 cartons. Les matériaux directs achetés, c'est 160 000 kg à 1,4 $ le kilogramme. On a les matériaux directs utilisés, ça reste toujours 160 000 kg. Ensuite, nous insérons nos données spécifiques à l'entreprise dans le modèle de base, comme le montre le diagramme. Remarquez comment le coût réel de 224 000 est le même que celui montré dans le tableau précédent. De même, le coût standard autorisé de 232 500 $ et l'écart favorable total de 8 500 $ sont les mêmes que les chiffres présentés dans le tableau ci-précédent. Les calculs dans la figure nous montrent que la variance totale des matériaux directs de 8 500 $ est en fait le résultat de deux causes. Premièrement, un écart de prix favorable de 16 000 $ et deuxièmement, un écart de quantité défavorable de 7 500. Les deux variances se compensent, je répète encore, se compensent pour égaler la variance favorable totale du budget flexible de 8 500. Et donc, dans les prochaines sections, nous expliquerons ces variances ou bien ces écarts plus en détail et montrerons comment les formules peuvent être utilisées comme alternative à la création des diagrammes illustrés. Alors, détaillons ça.
Écart de prix des matériaux directs. L'écart des prix des matériaux directs indique au gestionnaire combien de la variance globale est due au paiement d'un prix supérieur ou inférieur à celui privé pour la quantité de matériaux achetés. Comme on a vu avant, que l'écart de prix est calculé comme suit. Donc l'écart de prix des matières premières égale à la multiplication de quantité réelle par le prix réel moins la multiplication de quantité réelle par le prix standard. Et donc, on peut trouver que la quantité réelle est multipliée par la différence entre le prix réel et le prix standard. L'équation simplifiée devrait être logique. Elle calcule simplement la différence de prix entre ce qui a été payé pour l'entrée de matériaux directs et le prix anticipé par les standards ou bien par les normes. La différence de prix est ensuite multipliée par la quantité de matériaux directs achetés. Comme la quantité de matériaux achetés peut être différente de la quantité de matériaux utilisés, nous utiliserons désormais la notation de la quantité réelle achetée et quantité réelle utilisée. Dans notre exemple actuel, Tucson Tortilla a acheté et utilisé la même quantité de matériaux directs en janvier. Cependant, cette notation plus spécifique nous aidera plus tard lorsque nous rencontrons une situation où la quantité de matériaux achetés diffère de la quantité de matériaux utilisés. Utilisons l'équation simplifiée pour calculer l'écart du prix du matériau direct de Tucson Tortilla. On a l'écart du prix du matériau direct ou bien de matière première est égal à la quantité réelle achetée multipliée par la différence entre le prix réel et le prix standard. Et ça est égal à 160 000 qui est la quantité réelle achetée multiplié par la différence du prix réel et le prix standard. Le prix réel est 1,4 $ et le prix standard c'est 1,5 $. Donc ça fait moins 0,10 est égal maintenant à 16 000 $ favorable parce qu'on a diminué le coût des matériaux directs. Donc de cette analyse, nous constatons que Tucson Tortilla a dépensé 0,10 de moins que prévu pour kilogramme. Puisque l'entreprise a acheté 160 000 kg de farine, elle a fini par dépenser 16 000 $ de moins que les normes anticipées. C'est une variance favorable car le coût par kilogramme est inférieur à celui attendu. Deuxièmement, l'écart de quantité des matériaux directs. Contrairement à l'écart de prix, qui est basé sur la quantité de matériaux achetés, l'écart de quantité des matériaux directs est basé sur la quantité des matériaux utilisés pendant la période. Il indique au gestionnaire combien de la variance totale des matériaux directs est due à l'utilisation de plus ou moins de matériaux que privés pour les standards. L'écart de quantité est calculé algébriquement en l'équation suivante. On a l'écart de quantité des matériaux directs est égal au prix standard multiplié par la différence entre la quantité réelle utilisée moins bien sûr la quantité standard autorisée. Et ça est égal à 1,5 $, c'est le prix standard, multiplié par la quantité réelle utilisée, c'est 160 000 kg, et la quantité standard autorisée, qui a été déjà fixée, c'est 150 000 kg de farine. Et ça est égal à 7 500 comme une différence défavorable. Notez ce qui suit. Comme cette variance aborde l'efficacité avec laquelle
les matériaux ont été utilisés, le calcul implique la quantité de matériaux directs utilisés pendant la période et non la quantité achetée. Pour calculer la quantité standard de matériaux autorisés, nous commençons par le nombre d'unités réellement produites, c'est 31 000 cartons, puis le multiplions par la quantité standard de matériaux autorisés par unité, c'est 5 kg par carton. Le résultat, donc 150 000 kg, nous indique combien de matériaux directs l'entreprise s'attendait à utiliser compte tenu du volume de production réel. De cette analyse, nous constatons que l'entreprise a utilisé 5 000 kg de farine de maïs de plus pendant la période que les standards indiquent. À un prix maintenant standard de 1,5 $ le kilogramme, l'utilisation excessive de la farine a coûté à l'entreprise 7 500 $ non anticipés. Cette variance ou bien cet écart est défavorable car l'entreprise a utilisé plus de matériaux directs qu'elle n'aurait dû. Maintenant, l'évaluation des écarts de matériaux directs. Les résultats nous montrent que l'écart favorable du budget flexible pour les matériaux directs de 8 500 $ résulte de l'achat de la farine de maïs à un prix meilleur que prévu, entraînant une économie de 16 000 $ et l'utilisation de plus de farine de maïs que prévu, entraînant un coût supplémentaire de 7 500 $. La direction maintenant voudra savoir pourquoi ces deux écarts se sont produits. La meilleure source d'information sur l'écart de prix est le superviseur des achats. Le superviseur devrait savoir pourquoi l'entreprise a pu acheter les matériaux à un prix meilleur que prévu. Peut-être de nouveaux fournisseurs sont-ils entrés sur le marché, ou une récolte abondante de maïs a fait baisser les prix de la farine chez tous les fournisseurs. D'un autre côté, peut-être que l'entreprise a pu profiter des conditions du paiement plus rapides et ainsi obtenir la farine à un rabais plus important. Peut-être aussi que l'agent d'achat a acheté de la farine de maïs de la qualité inférieure. De nombreuses possibilités existent. Notez bien que l'écart soit qualifié de favorable, le résultat n'est pas nécessairement une bonne chose. Par exemple, si l'entreprise a acheté de la farine de maïs de qualité inférieure, cela a-t-il eu un impact négatif sur le goût du chips tortilla? Ou cela a-t-il causé des déchets ou un gâchis supplémentaire qui pourrait expliquer l'écart de quantité défavorable? La direction en apprendra davantage sur l'écart de quantité en discutant avec le superviseur de production ou bien le manager de production. Donc le manager de production est le mieux placé pour savoir pourquoi une quantité supplémentaire de farine de maïs a été utilisée. Y avait-il un problème avec la farine de maïs à son arrivée? Sac déchiré, de teneur en humidité inadéquate, etc. Un accident s'est-il produit lors du transport de la farine de l'aire de stockage des matières premières à l'aire de production? Un lot de chips a-t-il gâché en ajoutant de l'eau de sel? Là encore, de nombreuses possibilités existent. La direction devra découvrir la cause profonde de l'écart pour déterminer si le coût supplémentaire était contrôlable ou non. Par exemple, si la farine de maïs était en mauvais état à son arrivée, Dixon Tortilla pourrait être en mesure de recevoir un crédit de son fournisseur ou de la compagnie de transport qui a livré la farine. De plus, Dixon Tortilla pourrait acheter un nouveau fournisseur. Si la cause était une erreur humaine dans l'usine,
des mesures préventives pourraient être développées pour éviter de telles erreurs à l'avenir. Quatrièmement, le calcul des écarts des matériaux directs lorsque la quantité des matériaux directs achetés diffère de la quantité des matériaux directs utilisés. Quand je dis matériaux directs, c'est les matières premières. Dans l'exemple précédemment illustré, nous avons supposé que la quantité de matériaux directs achetés fut la même que la quantité des matériaux directs utilisés. C'est souvent le cas avec les producteurs lean, puisqu'ils achètent des stocks juste à temps pour les utiliser dans la production. Cependant, les fabricants traditionnels achètent souvent un stock de sécurité supplémentaire pour s'assurer d'avoir suffisamment de matières premières en main pour répondre à la production si la demande de vente dépasse les prévisions. Rappelez-vous que nous avons pris en compte le stock de sécurité dans le chapitre précédent lorsque nous avons budgétisé la quantité des matériaux directs à acheter. En conséquence, les fabricants achètent souvent un peu plus qu'ils n'ont immédiatement besoin. D'un autre côté, si l'inventaire des matières premières est devenu trop important, les entreprises achèteront intentionnellement moins que la quantité requise pour la production afin de réduire leur inventaire. Dans les deux cas, la quantité des matériaux directs achetés peut différer de la quantité des matériaux directs utilisés. Lorsque cela se produit, les gestionnaires calculent toujours les écarts de prix et de quantité, mais gardent les points importants suivants à l'esprit. L'écart de prix des matériaux directs sera basé sur la quantité des matériaux directs achetés. L'écart de quantité des matériaux directs sera basé sur la quantité des matériaux directs utilisés. Donc, les écarts de prix et de quantité des matériaux directs ne s'additionneront plus ou ne se compenseront pas à la variance totale du budget flexible. Prenons un exemple. Supposons que l'activité suivante ait eu lieu en février. On a le nombre de cartons produits, c'est 20 000 cartons. On a la matériau direct acheté, c'est 105 000 kg à 1,45 $ le kilogramme. Et le matériau direct utilisé, c'est 98 000 kg. Les données réelles pour février, nous pouvons calculer les écarts de prix et de quantité des matériaux directs en utilisant les mêmes formules développées dans la section précédente. On a l'écart de prix est basé sur la quantité réelle achetée. Donc l'écart de prix est égal à la quantité réelle achetée multiplié par la différence entre le prix réel et le prix standard. On a l'écart de prix, donc c'est pour la quantité réelle achetée, c'est 105 000 kg multiplié par la différence entre le prix réel et le prix standard. Donc le prix réel c'est 1,45 $ et le prix standard c'est 1,5 $. Et donc on trouve que le résultat est 5 250 $ favorable. En achetant donc 105 000 kg de farine de maïs à un prix inférieur de 0,05, qui est la différence entre le prix réel et le prix standard, donc l'entreprise a économisé de 5 250 $. L'écart de quantité est basé sur la quantité réelle des matériaux utilisés. L'écart de quantité des matériaux directs est égal au prix standard multiplié par la quantité réelle utilisée moins la quantité standard autorisée. Et on a le prix standard, c'est 1,5 $. La quantité réelle utilisée, c'est généralement 98 000 kg. Et la quantité standard utilisée, c'est 120 000 cartons multiplié par 5 kg le carton. Et donc, on trouve le résultat, c'est à 3 000 $ favorable. Cette analyse révèle que l'entreprise a utilisé 2000 kg de farine de maïs moins que ce que les normes
projetée, entraînant une économie de coût de 3 000 $. Deuxièmement, le calcul des écarts de la main-d'œuvre directe. Pour la main-d'œuvre directe, nous savons que notre entreprise Tixon Tortilla n'a dépensé que 775 $ de plus que prévu pour la main-d'œuvre directe. Étant donné que cet écart est relativement faible, certains gestionnaires pourraient ne pas envisager de l'investiguer. Cependant, il est possible que la variance totale soit constituée de grandes variances individuelles mais compensées, similaires à ce que nous avons vu avec les écarts de matériaux directs. En divisant l'écart total de la main-d'œuvre directe en deux variances distinctes, une variance de taux et une variance d'efficacité, nous pouvons découvrir si l'entreprise a payé un taux horaire plus élevé aux ouvriers de l'usine que privé, utilisé plus de temps dans la fabrication du chips que privé, ou une combinaison de ces deux facteurs. Supposons que les informations suivantes sur les opérations de janvier de Tixon Tortilla. On a le nombre de cartons produits, c'est 31 000 cartons. Les heures de main-d'œuvre directe, c'est à 15 000 heures. Et le coût de la main-d'œuvre directe, c'est 34 875 $. Ça, c'est résultant à un taux horaire moyen de 23,25 $ par heure. Maintenant, le diagramme devant vous montre que le modèle général pour les écarts de main-d'œuvre directe est presque identique au modèle utilisé pour les écarts de matériaux directs. La seule différence réelle réside dans les noms des écarts. Par exemple, au lieu d'un écart de prix des matériaux directs, nous avons un écart de taux de la main-d'œuvre directe. L'écart de taux de main-d'œuvre directe indique au gestionnaire combien d'écart total de la main-d'œuvre est dû au paiement d'un taux horaire plus élevé ou plus bas que prévu. De même, au lieu de l'écart de quantité des matériaux directs, nous avons un écart d'efficacité de la main-d'œuvre directe. La quantité de temps utilisé dans la production indique à la direction à quel point les employés étaient efficaces. Par conséquent, l'écart d'efficacité de la main-d'œuvre directe indique au gestionnaire combien de la variance totale de la main-d'œuvre est due à l'utilisation d'un plus grand ou plus petit montant de temps que prévu. Bien que la terminologie des écarts de la main-d'œuvre directe soit légèrement différente de celle des écarts des matériaux directs, les calculs sont essentiellement restent les mêmes. Bien que l'écart total de la main-d'œuvre directe soit faible, 775 $, le diagramme nous montre l'importance de creuser plus profondément. Si la variance totale est composée de 1. Un écart de taux défavorable de 1875 $ et deuxièmement, un écart d'efficacité favorable compensatoire de 1100 $. Dans les sections maintenant suivantes, nous examinerons ces écarts plus en détail. Commençons par écart de taux de main-d'œuvre directe. Tout comme nous l'avons fait pour les écarts de matériaux directs, l'équation simplifiée résultante pour taux de main-d'œuvre directe est la suivante. On a l'écart de taux de main-d'œuvre directe est égal aux heures réelles multipliées par la différence du taux réel et du taux standard. Dans notre cas, on a les heures réelles, c'est à 1500 heures, multiplié par la différence qui existe entre le taux réel et le taux standard. On a le taux réel est à 23,25 $ et le taux standard fixé, c'est 22 $. Donc la différence entre eux, c'est 1,25 $.
Et maintenant, on fait la multiplication. Donc, 1,25 multiplié par 1500 R est égal à 1875 $. Cette analyse montre à la direction l'impact global en dollars de payer un taux horaire moyen plus élevé que prévu. Les superviseurs de ressources humaines et les superviseurs de l'usine devraient être en mesure d'expliquer pourquoi cela s'est produit. Plusieurs possibilités existent. Par exemple, il se peut que certains employés moins bien payés aient été malades ou en vacances et que des employés mieux payés les aient remplacés pendant leur absence. Peut-être qu'une prime salariale a été offerte aux travailleurs en janvier pour maintenir le moral pendant ce mois de production intense. Bien que l'écart soit défavorable, aucune de ces explications possibles ne suggère que mauvaise gestion. Elle explique simplement pourquoi le taux salarial moyen payé était plus élevé que prévu, entraînant un coût supplémentaire non anticipé de 1875. Et pour calculer les écarts d'efficacité de la main-d'œuvre directe, comme vous pouvez le voir dans le diagramme précédent, l'écart d'efficacité est calculé comme suit. L'écart d'efficacité de la main-d'œuvre directe est égal au taux standard multiplié par la différence entre les heures réelles et les heures standards autorisées. Donc, on a le taux standard, c'est 22 $. Les heures réelles, c'est à 1500 heures. Et les heures standards, c'est 31 000 cartons multiplié par 0,05 cartons. Et on a un résultat qui est à 1100 $ favorable. C'est-à-dire qu'il y a une diminution du coût de 1100 $. Notez que pour calculer les heures standards de temps autorisées, nous partons du nombre réel d'unités produites, 31 000 cartons, et le multiplions par la quantité standard de temps autorisé par unité, qui est 0,05 R par carton. Le résultat de 1550 R nous indique combien d'heures de main-d'œuvre directe l'entreprise s'attendait à utiliser compte tenu du volume de production réel. De cette analyse, nous constatons que l'entreprise a utilisé 50 heures de main-d'œuvre directe de moins que ce que les normes indiquaient. À un taux de main-d'œuvre standard de 22 $ de l'heure, l'utilisation efficace du temps a permis à l'entreprise d'économiser 1100 $ non anticipés. Cette variance est favorable car les travailleurs ont utilisé moins de temps que prévu. Bien que cet écart soit relativement faible, la direction peut quand même vouloir enquêter. Le superviseur de production serait le mieux placé pour expliquer l'écart favorable. Peut-être qu'en utilisant des individus plus qualifiés et mieux payés, le travail a été effectué à une vitesse plus rapide. En cherchant la cause profonde, la direction peut mieux comprendre comment l'efficacité s'est produite et si des efficacités similaires pourraient être répliquées à l'avenir ou dans d'autres domaines des opérations. Maintenant, on fait un résumé des écarts de matériaux directs et de main-d'œuvre directe. Le tableau résume les formules pour les écarts et matériaux directs et de main-d'œuvre directe, ainsi que la partie responsable de la meilleure explication de la raison pour laquelle l'écart s'est produit. Dans le cas des matériaux directs, les écarts peuvent être divisés en écart de prix des matériaux directs. Cet écart est calculé en comparant le coût réel des matériaux, c'est le prix réel multiplié par la quantité achetée, au coût privé des matériaux, qui est le prix standard multiplié par la quantité achetée.
La responsabilité de cet écart est généralement attribuée au superviseur des achats qui est le mieux placé pour expliquer les variations de prix de matières premières. Deuxièmement, on a l'écart de quantité de matériaux directs. Cet écart mesure la différence entre la quantité réelle utilisée et la quantité prévue pour la production évaluée au prix standard. Elle est généralement sous la responsabilité du superviseur de production qui peut fournir des informations sur les raisons des variations dans l'utilisation des matériaux, par exemple des déchets inhabituels, des problèmes de qualité des matériaux, etc. Troisièmement, pour la main-d'œuvre directe, les écarts sont, on a l'écart de taux de main-d'œuvre directe. Cet écart analyse la différence entre le taux horaire réel payé et le taux horaire standard multiplié par le nombre total d'heures travaillées. Le superviseur des ressources humaines et le superviseur d'usine ou bien de production est généralement responsable d'expliquer pourquoi les taux de rémunération réels diffèrent des taux standards. Et on a aussi l'écart d'efficacité de la main-d'œuvre directe. Cet écart mesure la différence entre le nombre d'heures réellement travaillées et le nombre d'heures prévues pour la production, évalué au taux standard. Le superviseur de production est souvent responsable de cet écart, car il est le mieux placé pour expliquer les variations dans l'efficacité du travail. Par exemple, des problèmes avec les équipements, la qualité des matières premières ou des niveaux de compétences des employés. Ce résumé aide les gestionnaires à comprendre donc non seulement comment les écarts se sont produits, mais aussi à identifier les responsables qui peuvent fournir des informations supplémentaires pour analyser et potentiellement corriger ces écarts. Passons maintenant à quels sont les avantages et inconvénients de l'utilisation du coût standard et des écarts ou bien des variances. Pour les avantages, comparer les coûts. L'un des plus grands avantages de l'utilisation du coût standard est d'avoir un repère pour juger les coûts réels. Cependant, ce repère n'est valable que si les standards sont régulièrement mis à jour. Deuxième avantage est l'utilité dans la budgétisation. Les standards sont souvent utilisés comme base pour de nombreux composants du budget principal, tels que les budgets des matériaux directs, de la main-d'œuvre directe et des frais de production. D'autres avantages est la motivation. L'utilisation de standards pratiques ou réalisables devrait augmenter la motivation des employés car cela leur donne un objectif raisonnable à atteindre. D'autres avantages est que les systèmes de coûts standards simplifient la comptabilité. De nombreux fabricants utilisent les normes comme base de leur système de coûts standard. Donc, dans un système de coûts standard, tous les coûts de production entrant dans l'inventaire des travaux en cours sont enregistrés au coût standard plutôt qu'au coût réel. Les écarts entre les coûts réels et les coûts standards sont immédiatement capturés dans les comptes d'écart dans le grand livre général. Et pour les inconvénients, on trouve que malgré la prévalence du coût standard au cours du dernier siècle, de nombreux fabricants contemporains s'éloignent de l'utilisation des standards. Donc voici quelques-unes des raisons. Premièrement, les normes obsolètes ou inexactes. Comme mentionné précédemment, les coûts standards peuvent rapidement devenir obsolètes ou inexacts à mesure que le coût des intrants ou le processus de production change. Les standards doivent être revus et mis à jour au moins annuellement. Elles doivent également
être mise à jour chaque fois qu'un changement de processus ou de coût d'entrant est considéré comme non temporaire. Maintenir les standards à jour est coûteux. Deuxième inconvénient est le manque de rapidité. Dans le passé, les écarts étaient souvent calculés une fois par mois. Dans le monde rapide aujourd'hui, de telles informations sont souvent trop anciennes pour être utiles. En conséquence, certaines entreprises se dirigent vers le calcul quotidien des écarts. D'autres inconvénients est l'accent sur les mesures de performance opérationnelle et la gestion visuelle. En raison du besoin de données opportunes, donc de nombreux producteurs Lean accordent plus d'importance aux mesures de production opérationnelle qui sont collectées quotidiennement, voire horairement, et affichées visuellement où les travailleurs de première ligne peuvent immédiatement voir les niveaux de performance. Ils trouvent de tels rappels visuels beaucoup plus efficaces pour motiver les employés de première ligne que de s'appuyer sur les écarts de prix et d'efficacité. D'autres inconvénients aussi est l'augmentation de l'automatisation et diminution de la main-d'œuvre directe. D'autres inconvénients est la conséquence comportementale involontaire, c'est-à-dire que l'utilisation des normes traditionnelles peut entraîner des conséquences comportementales involontaires. Par exemple, pour obtenir un écart de prix favorable, le superviseur des achats peut acheter des quantités de matières premières plus importantes que nécessaire. De même, un responsable de production peut surproduire pour obtenir un écart favorable de volume et de frais généraux fixes discutés donc dans la seconde moitié de ce cours. Donc cependant, comme nous l'avons appris dans le chapitre précédent, le fait de devenir ou de produire des quantités excessives d'inventaire est gaspilleux et coûteux et devrait être évité. Et maintenant, nous examinerons les 4 écarts des frais de production qui sont généralement calculés. On a 2 liés au coût variable du frais de production et 2 liés au coût fixe des frais de production. Commençons par les écarts des frais de production variables. Nous avons appris que Texan Tortilla avait un écart défavorable de budget flexible des frais de production variables de 7 700 $. Mais pourquoi ce coût supplémentaire inattendu s'est-il produit? Les fabricants divisent généralement l'écart total des frais de production variables en écart de taux et d'efficacité, comme ils le font pour la main-d'œuvre directe. Le diagramme montre que le modèle général pour calculer les écarts de taux et d'efficacité des frais de production variables est presque identique au modèle utilisé pour les écarts de taux et d'efficacité de la main-d'œuvre directe. La seule différence réelle dans les calculs est le taux utilisé. Nous utilisons le taux des frais de production variables et non le taux de la main-d'œuvre directe. Et puisque Texan Tortilla alloue ses frais généraux en utilisant des heures de machine. Les heures se réfèrent aux heures de machine plutôt qu'aux heures de la main-d'œuvre directe. Et donc voici les informations des opérations de janvier. On a le nombre de cartons produits est 31 000 cartons. Le taux standard des frais de production variables est à 25 $ par heure de machine. On a les heures standards requises par carton, c'est 0,10 heures de machine. Et les heures de machine réelles, c'est 3000 heures de machine. Et puis le coût réel de fabrication variable est évalué à 85 200 $ et ça résultant en un taux réel de frais de production variable de 28,4 $ par heure de machine. Comment se produit
28,4 dollars par machine. Si on divise 80 200 dollars divisé par 30 000, plutôt 3000 heures de machine. Maintenant, les écarts de frais de production variables. Comme le montre le diagramme, l'écart des taux de frais de production variables est la différence entre les coûts réels des frais de production variables engagés pendant la période qui est de 85 200 et le montant des frais de production variables attendus qui est 75 000 dollars compte tenu des heures réelles travaillées. Il indique au gestionnaire si plus ou moins a été dépensé en frais de production que prévu étant donné les heures de machine réelle. En raison de cela, l'écart de taux des frais de production variable est parfois également appelé écart de dépenses des frais de production variable. La formule de l'écart peut être simplifiée algébriquement de manière suivante. On a les écarts de taux de frais de production variable est égal aux heures réelles multipliées par la différence entre le taux réel et le taux standard. On a les heures réelles, c'est 3000 heures de machine. Le taux réel, c'est 28,4 dollars. Et le taux standard, c'est 25 dollars. Et donc, on trouve le résultat, c'est 2200 dollars défavorable, c'est-à-dire que plus de coûts. L'interprétation de cet écart n'est pas aussi simple que l'interprétation de l'écart de taux de la main-d'œuvre directe. Pour commencer, les frais de production variables sont constitués de nombre de coûts, de plusieurs coûts différents, y compris les matériaux directs, la main-d'œuvre directe et d'autres coûts variables comme la partie variable de la facture d'électricité. Un coût particulier, par exemple les matériaux directs, pourrait être plus élevé que prévu. Mais un autre coût, c'est par exemple la main-d'œuvre indirecte, pourrait être inférieur à ce qui a été prévu. En conséquence, l'écart pourrait être dû à plus d'un entrant. Deuxièmement, nous ne savons pas si l'écart est dû à l'utilisation de plus d'intrants que prévu, par exemple l'utilisation de plus de matériaux indirects que prévu, ou parce que l'entrant coûtait plus cher que prévu chez les fournisseurs. En moyenne, la direction s'attendait à ce que les frais généraux variables coûtent 25 dollars par heure de machine. Cependant, nous constatons que le taux réel de 28,4 dollars par heure de machine s'est avéré être assez supérieur. Le superviseur de production est généralement le mieux placé pour aider la direction à comprendre pourquoi cet écart s'est produit. Deuxièmement, l'écart d'efficacité des frais de production variables. Comme le montre le diagramme précédent, l'écart d'efficacité des frais généraux de fabrication variables est la différence entre les heures de machine réelles effectuées et les heures de machine standard autorisées pour le volume de production réel calculé au taux des frais de production variables. Encore une fois, il peut être simplifié algébriquement en la formule suivante. On a les écarts d'efficacité de frais de production variable est égal au taux de standard multiplié par la différence entre les heures réelles et les heures standard autorisées. Et toujours, on a le taux standard est 25 dollars et on a les heures réelles, c'est 33 000 heures de machine. Et pour le calcul des heures standard autorisées, c'est 31 000 de cartons multiplié par 0,1
machines par carton. Et on fait le calcul, on trouve que on a de 2500 dollars de coûts favorables. C'est-à-dire qu'il y a une diminution dans les coûts fixes. L'écart d'efficacité donc ne renseigne pas la direction sur l'efficacité avec laquelle les frais généraux ou bien les frais de production variables ont été utilisés. En revanche, il est directement lié à l'efficacité avec laquelle les aires de machine ont été utilisées. Il indique au gestionnaire quelle partie de l'écart total des frais de production variables est due à l'utilisation de plus ou moins d'aires de machine que prévu pour le volume de production réel. Le superviseur de production serait le mieux placé pour expliquer pourquoi cet écart aussi s'est produit. Deuxièmement, les écarts des frais de production fixes. Le calcul et l'interprétation des écarts des frais de production fixes sont très différents des écarts que nous avons discutés jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que tous les coûts de production que nous avons analysés jusqu'à présent étaient des coûts variables. Cependant, comme son nom l'indique, les frais fixes sont censés rester à niveau fixe tant que l'entreprise continue de fonctionner dans une certaine plage de production. Donc, comme discuté dans les cours précédents, Tixon Tortilla s'attend à encourir 30 000 dollars de frais fixes chaque mois, indépendamment des fluctuations mensuelles anticipées du volume de production. Les coûts fixes tels que l'amortissement linéaire des installations et des équipements, l'assurance de la propriété, les taxes foncières et les salaires mensuels des travailleurs indirects ne devraient pas varier mois par mois à mesure que les niveaux de production fluctuent pour répondre à la demande. Cependant, supposons que l'entreprise ait réellement encouru 31 025 dollars de frais fixes. Nous trouverions cette information donc dans le grand livre général de l'entreprise, comme vous voulez. Commençons par maintenant l'écart de budget des frais fixes. L'écart de budget des frais fixes mesure la différence entre les coûts réels des frais fixes engagés et les coûts budgétisés des frais fixes. Cet écart est parfois appelé écart de dépenses des frais fixes car il examine spécifiquement si l'entreprise a dépensé plus ou moins que prévu en frais fixes. Comme le montre le diagramme, le calcul de cet écart est direct. La différence entre les coûts réels des frais généraux fixes de Tixon Tortilla qui est 31 025 dollars et ses frais généraux fixes budgétisés qui est 30 000 entraîne un écart défavorable de budget dans des frais généraux fixes à 1025 dollars. L'écart est défavorable si les coûts réels des frais généraux fixes sont supérieurs au budget et favorable si les coûts réels sont inférieurs au budget. La meilleure façon de découvrir la cause de l'écart de budget des frais généraux fixes est de comparer chaque composant des frais généraux fixes au montant budgétisé. Peut-être que les travailleurs indirects ont reçu une augmentation qui n'est pas prévue lorsque le budget a été préparé. Peut-être que la compagnie d'assurance a augmenté ses primes, ou que la ville a augmenté les taxes foncières. Bien que l'écart soit étiqueté défavorable, la raison de l'écart peut être une mauvaise chose, mais peut être contrôlable. Par exemple, disons que l'écart défavorable a été causé par une augmentation de salaire accordée à certains travailleurs indirects de l'usine. L'augmentation peut entraîner un regain
de morale des employés conduisant à une meilleure productivité. D'un autre côté, si l'écart défavorable a été causé par une augmentation des taxes foncières de la ville, la direction peut avoir peu de recours. Cependant, si l'écart a été causé par une augmentation des primes d'assurance, la direction peut décider de chercher un autre assureur. Alors, maintenant pour les écarts de volume des frais fixes. Comme le diagramme a montré, l'écart de volume des frais fixes est la différence entre les frais généraux fixes budgétisés et le coût standard des frais fixes alloués à la production. Le coût standard est calculé de la même manière que nous avons calculé précédemment le coût standard. Nous commençons par le volume réel produit qui est de 31 000 cartons, puis multiplions par les heures standards autorisées par carton, c'est 0,10 heures par machine, ça pour obtenir les heures standards autorisées. Enfin, nous multiplions les heures standards autorisées par le taux de frais fixe des main-d'œuvre directe, c'est 9 $ par heure de travail. Et ça pour obtenir le coût standard des frais fixes alloués à la production. Donc, le coût standard des frais fixes alloués à la production égale aux heures standards autorisées multipliées par le taux standard, qui est égal maintenant aux 31 000 cartons multipliés par 0,10 R machine par carton multiplié fois 9 $ par heure et qui est égal à 3100 heures multiplié par 9 heures de machine est égal à 25 900 $. Maintenant que nous avons calculé le coût standard des frais généraux fixes alloués à la production, nous pouvons calculer l'écart de volume des frais généraux fixes comme suit. On a les frais généraux fixes budgétisés moins les coûts standards des frais généraux fixes alloués à la production. Donc c'est 30 000 $ moins 27 900 $ est égal à 2100 $ défavorable. C'est-à-dire qu'il y a plus de coûts fixes. Donc l'écart de volume des frais généraux fixes résulte de deux causes. Traiter les frais généraux fixes comme s'ils étaient variables afin d'allouer les coûts aux unités individuelles de produits et estimer incorrectement le niveau d'activité lors du calcul des taux préétablis des frais généraux fixes de main-d'œuvre. Par exemple, Tixon Tortilla a calculé son taux préétabli des frais généraux fixes de main-d'œuvre directe, c'est 9 heures de machine. Donc, sur la base d'un volume de production annuel estimé à 400 000 cartons, rappelons que le coût fixe par unité d'activité varie inversement avec le changement de volume. Si l'estimation de production avait été supérieure à 400 000 cartons, le taux préétabli du frais fixe aurait été inférieur à 9 $ par heure machine. D'autre part, si l'estimation de production avait été inférieur à 400 000 cartons, le taux des frais généraux fixes aurait été supérieur à 9 $ par heure machine, puisque le volume de production, c'est 31 000 cartons, n'était pas le même que prévu, c'est 33 333 cartons par mois en moyenne. On s'attend à une différence entre ce qui était budgétisé pour les frais généraux fixes et le montant des frais généraux fixes alloués à la production. Donc, en essence, l'écart de volume des frais fixes mesure l'utilisation du coût de capacité fixe. Si le volume est supérieur à ce qui était initialement prévu, l'écart sera favorable, car plus d'unités ont été produites avec la même quantité de ressources fixes. En essence, l'entreprise a utilisé ses ressources fixes plus efficacement. Dans cette situation, le coût standard des frais fixes alloués à la production est supérieur au montant budgétisé.
Autrement dit, l'entreprise a suralloué les frais fixes à la production. D'autre part, si le volume de production est inférieur à ce qui était prévu, l'écart est désigné comme défavorable en raison du fait que les coûts fixes n'ont pas été utilisés pour produire autant d'unités que prévu, puisque le nombre d'unités produites, qui est 31 000 cartons, était inférieur à ce qui était prévu sur 33 333 en moyenne par mois. La capacité de production a été utilisée moins efficacement que prévu, entraînant un écart de volume défavorable. Dans cette situation, le coût standard des frais généraux fixes alloués à la production est inférieur au montant budgétisé. Autrement dit, l'entreprise a sous-alloué les frais généraux fixes. Gardez à l'esprit la règle suivante. Lorsque le volume de production est supérieur à ce qui a été prévu, l'écart de volume des frais généraux fixes sera favorable. Lorsqu'il est inférieur à ce qui a été prévu, l'écart sera défavorable. Une extrême prudence doit être exercée lors de l'interprétation de l'écart de volume. Encore une fois, favorable ne signifie pas bien, ni défavorable ne signifie mauvais. Pour les entreprises s'efforçant de créer des environnements de production allégés, les niveaux de stock baisseront naturellement, entraînant un écart de volume défavorable. Une mauvaise décision a-t-elle été prise? Absolument pas. Le producteur allégé sera généralement beaucoup plus efficace à long terme que son homologue traditionnel. Le défi pendant la phase de transition sera pour la direction de déterminer comment utiliser au mieux la capacité nouvellement libérée et de ne pas se laisser induire en erreur par les écarts de volume temporaires défavorables qui peuvent survenir. Et c'est ça aussi la fin de ce cours. Et avant de le clôturer comme d'habitude, on fait quelques rappels sur les concepts clés. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un coût standard et comment peut-il être utilisé? Donc, un coût standard est un budget pour une seule unité de produit. Les coûts standards sont utilisés comme comparaison de performance contre lesquelles évaluer les coûts réels. Deuxièmement, quelles informations sont utilisées pour développer les standards? Les entreprises utilisent une combinaison de données historiques, actuelles et projetées pour développer des standards. Les gestionnaires utilisent souvent le temps d'ingénierie et des études de mouvement pour déterminer la quantité de temps et de matériaux nécessaires pour produire chaque unité. On pose aussi cette question qui est à quelle fréquence les coûts standards devraient-ils être mis à jour? Les coûts standards devraient être révisés au moins une fois par an et mis à jour chaque fois qu'un changement non temporaire dans les coûts, les entrées ou le processus se produit. On a aussi plusieurs équations à retenir lorsqu'on veut calculer les coûts en comparant avec les coûts standards. Donc on peut calculer les écarts du prix des matières premières, les écarts de la quantité aussi des matières premières, les écarts du taux de main-d'œuvre directe et les écarts d'efficacité de la main-d'œuvre directe. On pose aussi la question qui est généralement le mieux placé pour expliquer pourquoi les écarts ou bien les variances se sont produites. Pour les variances de prix des matières premières directes, c'est le superviseur des achats. Pour la variance de quantité des matières premières directes, c'est le superviseur de production. Et si la variance ou bien l'écart de taux de main-d'œuvre direct, c'est le superviseur de production et des ressources humaines. Et pour l'explication des écarts d'efficacité de main-d'œuvre directe aussi, c'est le superviseur de production et des ressources humaines. On pose ici la question, quel écart ou bien des variances de coûts indirects variables devrons-nous calculer? Donc il y a deux variances de coûts indirects variables sont typiquement calculées. C'est la variance
de taux ou de dépenses. Il y a aussi la variance d'efficacité. Donc, ces variances-là aussi, ils ont des équations et des règles à suivre pour calculer ces deux types plutôt euh, de variance et d'écart. Donc, pour calculer la variance de taux ou bien de dépense, le coût indirect variable, on a l'air réel multiplié par la différence de taux réel et de taux standard. Et pour calculer la variance d'efficacité du coût indirect variable, ça reste toujours c'est le taux standard multiplié par la différence qui existe entre les heures réelles et les heures standards autorisées. La même question qu'on pose aussi pour les variances et les écarts du coût indirect fixe. Donc, il existe deux types ou bien deux variances de coûts indirects fixes qui sont la variance de budget ou de dépenses aussi et la variance de volume. Et aussi, ces deux types d'écart ou bien de variance ont des règles à suivre pour calculer leur écart. Donc, qui est aussi généralement le mieux placé pour expliquer pourquoi les variances se sont produites. Généralement, c'est la direction voudra comparer le coût réel des composants individuels de la main-d'œuvre directe avec le budget de ces mêmes composants. Le superviseur des achats et la production pourront également offrir des insights ou bien des éclaircissements. Deuxièmement, comment l'écart de volume du coût indirect fixe devrait-il être interprété? Une variance favorable signifie que plus d'unités ont été produites que prévu, conduisant à une surallocation du main-d'œuvre directe fixe. Une variance défavorable signifie que moins d'unités ont été produites que prévu, conduisant à une sous-allocation du main-d'œuvre directe fixe. Et c'est ça généralement la fin de ce cours. J'espère que vous avez bien compris. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci.